Bonjour tout le monde, ici Francis Paquin et bienvenue au Balado Box le compte de 8. Cette semaine à l'émission, Navarrete impose sa loi dans le ring, un vétéran pour Steven Butler. Et Yard peut-il vraiment rivaliser avec Kovalev? C'est avec plaisir que j'accueille Adrien Meur. Salut Francis. Adrien, il y avait un combat de championnat du monde la fin de semaine dernière. J'étais très intrigué de voir Emmanuel Navarrete à l'œuvre parce qu'il revenait de 2 combats fort intéressants contre Isaac Dogboe. Là, affrontait un aspirant qui était loin au classement. On s'attendait à une confrontation plus ou moins inégale. Et c'est exactement ce qui s'est produit. Navarrete qui, lui, a passé sur le corps de son adversaire. Exactement. Il n'a jamais respecté De Vaca. De Vaca n'avait pas la puissance pour contrarier Navarrete. Navarrete, lui, frappe fort. Il a des très grands bras, une très longue portée. Donc, ses coups en puissance viennent de très loin. Ils sont larges et ils sont durs à éviter parce qu'ils prennent une grande... ils sont très amples. Et donc, ça a été très difficile pour De Vaca de les éviter. Et le problème, c'est surtout qu'il n'a jamais su se faire respecter. Il n'a jamais su faire mal à Navarrete. Navarrete l'a jamais respecté. Il lui a marché dessus dès le début du combat. On a vu où aller, dans quelle direction on allait. Et on savait que ça n'allait pas durer très longtemps. Ça s'est terminé au 3e round. Un très bel enchaînement avec 2 uppercuts et un crochet très court de la main droite de la part de Navarrete, qui ont mis fin au combat. Ça a continué après, mais l'arbitre a arrêté tout de suite. Oui, parce qu'on sentait pendant un long moment, on se demandait, est-ce que l'arbitre va intervenir? Est-ce qu'il va mettre fin au carnage? Et là, à un moment donné, il y en a eu assez. Oui, surtout avec... C'est une décision qui était logique. C'est logique parce que de toute manière, De Vaca n'avait pas les armes pour remporter ce combat. Et après tout ce qui s'est passé cet été, on fait bien de ne pas trop faire durer les combats qui sont comme ça assez inégaux. Donc l'arbitre, il a vu qu'il n'y avait aucune chance du côté de Vaca de revenir et de remporter ce combat-là. Donc il a dit il a mis fin au carnage et c'était une très bonne chose de ne pas avoir laissé ce combat-là continuer un peu plus longtemps parce que ça aurait pu avoir des conséquences plus graves pour De Vaca. Et là, ça n'a tellement pas été compliqué que le promoteur Bob Arum a déjà annoncé que Navarrete allait être de retour dans l'arène le 14 septembre. Dans moins d'un mois. On pense en demi-finale du combat entre Tyson Fury et Otto Wallin. Donc, parce qu'on cherche, on cherche forcément du côté des promoteurs pour cette date du 14 septembre qui est la date de l'indépendance mexicaine, à avoir des combattants mexicains. Généralement, c'est Canelo Alvarez qui avait cette date-là ces dernières années. Il a décidé de ne pas se battre en septembre, Canelo. Donc là, on cherche d'autres combattants mexicains qui sont populaires. Navarrete a offert une belle performance. Il n'a pas pris de coup contre De Vaca. Il n'a subi aucun dommage. Donc on lui dit, tu peux repartir dans un mois. L'adversaire n'est pas encore connu. Ça risque de ne pas être un adversaire bien meilleur que De Vaca parce qu'on n'a pas le temps de mettre en place un combat intéressant. Pourtant, il y a des adversaires très intéressants pour Navarrete. Je pense à Rey Vargas, qui est son compatriote mexicain, un autre champion de la catégorie, qui lui aussi est grand, a des longs bras. Ça pourrait être une confrontation intéressante. Et, il y en a d'autres. Mais je pense qu'on ne va pas voir un combat d'unification parce que c'est dans un mois, c'est très très court comme délai. On va voir peut-être un faire-valoir en face de lui ou un adversaire de moindre niveau. Oui, il faut trouver quelqu'un qui figure parmi les 15 aspirants à la couronne à la WBO. Ça ne devrait pas être trop compliqué parce que c'est quand même, malgré tout, une belle tribune que l'adversaire va avoir le 14 septembre. Et on sait, une bonne performance devant un public important, souvent, ça ouvre la porte pour d'autres combats assez payants par la suite. Même dans une défaite, ça peut être bénéfique pour le boxeur. Par contre, ça laisse très très peu de temps pour se préparer. Il faut que ça soit quelqu'un, soit qui ait déjà un combat de prévu contre un adversaire de moindre renommée, soit quelqu'un qui est déjà dans le gym et qui se tient prêt au cas où, en prévision peut-être d'un abandon, d'une blessure dans un autre affrontement. Donc quelqu'un qui soit déjà prêt, qui ait déjà commencé son camp d'entraînement parce que c'est dans moins d'un mois, le 14 septembre, et ça arrive très vite. Tu ne peux pas commencer à t'entraîner maintenant, il faut quelqu'un qui soit déjà en forme. Là, tu as évoqué le nom de Rey Vargas. On peut aussi penser à Daniel Roman qui évolue dans la catégorie. Est-ce que Navarrete s'impose comme le meilleur boxeur de cette division ou il va falloir encore attendre un petit peu? Il faut attendre encore un petit peu parce qu'il a un profil complètement atypique. C'est un boxeur qui est très grand et qui a surtout des très longs bras. Il a une portée de 72 pouces, ce qui est énorme pour cette catégorie. Et c'est très difficile de le contrarier parce qu'il frappe fort et c'est un gars qui est très agressif. Il n'utilise pas ses longs bras pour garder la distance. Au contraire, il marche, il avance sur l'adversaire, mais il lance des coups très larges et c'est dur de les éviter parce que ça a une grande amplitude, si tu veux, ces crochets. Et il a un style vraiment pas orthodoxe du tout. C'est pas classique du tout. C'est
pas particulièrement joli à voir, mais c'est très efficace. On a pu voir les dégâts que ça a fait sur Isaac Dogboe, qui pourtant nous avait montré que c'était un très bon boxeur dans ses combats précédents. Donc Navarrete, c'est un gars qui va être compliqué à manœuvrer pour n'importe quel boxeur de cette catégorie. On pense par exemple à Rey Vargas qui est plus grand que lui, qui mesure 5 pieds 10 contre 5 pieds 7 pour Navarrete, mais qui a un petit peu moins de portée. Il a quand même des longs bras, 70 pouces de portée pour Rey Vargas. Mais malgré tout, Vargas est un gars qui essaye de garder la distance, qui utilise la longueur de ses bras pour gérer la distance et rester un peu loin de son adversaire. Et contre Navarrete, c'est très compliqué de le tenir à distance parce que déjà, il a des plus longs bras et il avance sans arrêt, sans arrêt, sans arrêt. Il lance beaucoup de coups et il frappe fort pour la catégorie. Donc, c'est un gars qui est dangereux pour n'importe qui et qui est surtout... C'est dur de se préparer pour un gars comme ça parce qu'il n'y a personne qui a le même profil que lui. Donc, d'amener un sparring partner qui va imiter un petit peu Navarrete, c'est compliqué parce qu'il n'y a pas beaucoup de gars qui se battent de cette manière-là. Ce n'est pas du tout un boxeur classique. Donc c'est un peu plus compliqué. Un boxeur qui a des bons fondamentaux va bien se débrouiller contre un boxeur classique qui a des réactions qu'on peut anticiper. Alors que Navarrete, dans une situation où il devrait plutôt se protéger, non, il va plutôt lancer un crochet à la place. Donc c'est plus difficile de savoir, de deviner ce qu'il va faire dans un ring. Et c'est pour ça qu'un des boxeurs avec une éducation un peu plus classique, sur un entraînement plus classique comme Vargas par exemple, à mon avis, risque d'avoir un peu de mal contre un gars comme ça qui est un petit peu foufou dans le ring, si tu veux. On peut comprendre le promoteur Bob Arum d'être enthousiaste. Navarrete a seulement 24 ans. Là, à faire la performance qu'il devait faire en finale d'un événement a été spectaculaire. Donc, risque d'avoir sûrement gagné des partisans avec cette prestation-là. Surtout que c'est un style spectaculaire. Tu t'ennuies jamais parce qu'il y a de l'action. Par contre, qui disent que c'est le meilleur boxeur mexicain, il y a peut-être un certain Canelo qui a son mot à dire là-dedans. Il y avait également en demi-finale de ce gala un ancien détenteur de la ceinture de la WBO des Supercoques, Jesse Magdonano. Lui, ça s'est terminé un peu... a connu un bon combat, mais je pense que ça s'est terminé, selon ton avis, dans la controverse. À vitesse réelle, c'est pas l'impression que j'ai eue, mais avec les reprises, on peut avoir un regard différent. J'ai un petit doute, je sais pas en fait. C'est dur à dire, mais le combat, c'était déjà le combat, un affrontement classique entre un boxeur agressif et un autre un petit peu plus mobile, technique, en Magdaleno. Rivera, lui, a avancé sans arrêt, a lancé beaucoup de coups. C'est un tough Rivera. C'est un gars qui est dur à contenir, mais qui est un petit peu moins technique. Et avec son jeu de pied, avec la vitesse de ses mains, Magdaleno a réussi à l'atteindre souvent, surtout avec son direct de la gauche. Mais Rivera était un petit peu limite. Parfois, il y a eu un coup de tête qui a ouvert une coupure sur le nez de Magdaleno, une vilaine coupure. Et c'est surtout au 9e round, Magdaleno a envoyé Rivera au sol. Quand le Mexicain s'est relevé, on a vu qu'il y avait un petit peu de frustration de son côté et il y a eu un coup de coude accidentel, peut-être accidentellement volontaire. Je ne suis pas trop sûr, mais j'ai l'impression qu'il savait un petit peu ce qu'il faisait. Il n'a peut-être pas fait exprès, mais il n'a pas pris de précaution dans la manière de bouger son bras. Il a envoyé un crochet le long des câbles. Et il est revenu avec un coup de coude qui a ouvert l'arcade, la paupière de Magdaleno. Le médecin a mis fin au combat. On est allé à la carte des juges parce que c'est une faute involontaire. Donc c'est une décision technique. Et Magdaleno avait dominé le combat jusque-là, donc il a remporté une décision logique. J'aurais préféré que ça aille au bout des 10 rounds, mais on a quand même eu 9 rounds parce que c'était à la fin du 9e round. C'était prévu pour 10 secondes à peu près. Voilà, donc c'était prévu pour 10 rounds aussi, donc on a quasiment eu le combat complet et Magdaleno méritait cette victoire. Donc un bon retour pour lui. On s'en souvient de sa défaite contre Dogboe qui avait été un excellent combat, mais qui avait été très très dur physiquement pour lui. Donc c'est bien de voir qu'il a repris ses moyens et il revient en forme. Et un petit moussé sur le vétéran Johnny Gonzalez, qui l'a emporté au Mexique. Oui, il faisait face à Ramiro Blanco, un boxeur du Nicaragua. Et malgré son âge, Johnny Gonzalez est toujours en forme. Il ne montre pas vraiment de signe de ralentissement. Il n'est pas aussi explosif qu'à la belle époque. C'est ça. Mais à bientôt 38 ans, il a quand même encore de très bons restes. Il a dominé un boxeur 14 ans plus jeune que lui en Blanco.
Il a remporté quasiment tous les rounds. C'est un résultat similaire un petit peu à ce qu'avait fait Miguel Roman plus tôt cette année contre le même adversaire, contre Blanco. Donc ça montre que Johnny Gonzalez a encore sa place dans le mix des meilleurs 130 livres au monde, et il peut être un adversaire intéressant pour n'importe qui parce que c'est un gars qui offre toujours un bon spectacle, qui est très bien préparé et qui a énormément d'expérience et toujours très dangereux avec son crochet gauche, que ce soit à la tête ou au corps. On se souvient de sa victoire contre Abner Mares qu'il avait mis peu beaucoup sur la map à ce moment-là. Dans la boîte courriel, ce mardi, on a eu le nom des adversaires qui vont figurer sur le programme, sur les 2 programmes, dans le fond, d'Eye of the Tiger Management à la fin septembre. On savait déjà que Steven Butler faisait la finale de l'événement présenté jeudi 26. On ne connaissait pas le nom de son adversaire. On avait par contre déjà appris que Batir Yukimbayev serait de cet événement. Il va affronter Miguel Vasquez, le vétéran qu'on a vu contre Ghislain Madouma un peu plus tôt cette année. Et les réactions ont été un peu mitigées, Adrien, sur les réseaux sociaux parce que c'est Paul Valenzuela fils, un Mexicain qu'on peut qualifier de vétéran. Je regarde sa fiche sur BoxRec. D'ailleurs, c'est un réflexe qu'on a. Hein? On va sur BoxRec et on regarde un peu les adversaires, le pedigree. On voit qui est affronté. Et là, tu regardes vite fait et tu vois des noms intéressants. Ezeka Falcao, qui est médaillé d'argent aux Jeux Olympiques. C'était contre Murata qu'il avait perdu. Est-ce que c'est... Falcao, c'était en 2012. C'est bien possible que ce soit contre Murata, oui. Ensuite, Alan Taze-Fox, qu'on a vu en combat de championnat du monde récemment. Tony Harrison, qui est devenu champion du monde. Ou encore Jimmy Munguia, la sensation mexicaine, qui va se battre le 14 septembre en finale d'un événement présenté sur DAZN. Défaite au 2e round contre Munguia. Donc, on parle d'un affrontement possible entre Butler et Jimmy Munguia, qui a déjà annoncé qu'elle allait passer chez les poids moyens parce que n'était plus capable de faire le poids. De toute façon, les affrontements les plus lucratifs chez DAZN se destinent à 160 livres. Donc, je disais, les réactions un peu mitigées. Et j'avais envie de te demander, est-ce qu'on est un peu beaucoup sévère parfois avec le matchmaking? Et c'est un peu un sujet qui m'a été inspiré par mon ami Laurent Poulain de Boxing Town, à savoir, là, on a un événement qui est présenté le jeudi soir au cabaret du Casino de Montréal. Donc, on n'attend pas 20 000 personnes au Centre Bell. C'est un événement qui n'est pas présenté à la télévision aux États-Unis. C'est présenté sur la plateforme de diffusion en continu Punching Grace. Donc, on s'attend que les responsables du matchmaking ont un budget. Vincent Morin, quand il est venu ici, nous a bien expliqué, on a un budget à respecter. Et là, on se ramasse avec une finale qui n'est peut-être pas à la hauteur des attentes des amateurs parce que Butler est classé 2e à la WBO, va bientôt être classé logiquement premier parce que le premier aspirant, c'est Gennady Golovkin et il va se battre pour la ceinture de l'IBF le 5 octobre, donc son nom va être retiré des classements. Là, on se ramasse Butler, premier aspirant, mais ça fait longtemps qu'il est dans le milieu de la boxe, il a déjà plusieurs combats, mais ça demeure quand même quelqu'un en apprentissage. Dernier combat contre Vitaly Kopilenko, un peu beaucoup compliqué. A bien réagi, est allé décider à un moment donné pendant le combat de poser un genou au sol pour reprendre ses esprits. Là, éventuellement, emporté au pointage. Il y a encore des choses à peaufiner pour Steven Butler. Et dans le cadre dans lequel on nous présente ce combat-là, pas en accord nécessairement avec tous les amateurs, je trouve que dans les circonstances, c'est pas un mauvais combat. Oui, on ne peut pas toujours avoir le combat contre la grande vedette de la division, surtout, comme tu le dis, au niveau de là où c'est présenté, que ce soit la diffusion ou le lieu lui-même du combat. Il ne faut pas s'attendre, on n'est pas à Las Vegas en finale d'un grand gala, donc il ne faut pas non plus s'attendre à ce que ça soit un adversaire de renom. Et de toute manière, ce n'est pas le but. Le grand combat, il n'est pas pour maintenant. Ce qu'on vise, c'est un combat contre Munguia. Donc, il faut bien jouer ses cartes, il ne faut pas non plus prendre trop de risques et perdre ce combat lucratif contre Munguia. Il ne faut pas être trop sévère. Je pense que c'est normal que les affrontements ne soient pas toujours de même niveau pour des boxeurs qui sont en apprentissage, en progression. Et il n'y a qu'à regarder ce qu'on fait dans les autres pays, que ce soit en Angleterre, aux États-Unis, peu importe. Les jeunes boxeurs qui sont comme ça en train d'apprendre leur métier, ils ne vont pas tout de suite affronter les champions, les meilleurs de la catégorie. Ils ont des combats pour se monter une fiche, pour aussi surtout engranger de l'expérience.
c'est encore le cas pour Butler, qui est encore très jeune, on l'oublie souvent quand on parle de lui. Et s'il veut affronter Munguia, oui, il faut peut-être avoir un autre combat après contre un gars un peu plus d'un niveau un peu supérieur, mais c'est pas choquant que dans un gala qui soit présenté un jeudi soir, ça soit pas un adversaire connu mondialement. Oui, parce qu'on se doute, selon la formule, les billets sont généralement vendus d'avance dans un événement comme au casino. On décide de faire ça dans un cadre plus intime. Parce qu'on veut pas surtout. Des fois, on a la mémoire oublie vite, mais janvier 2017, la défaite contre Brandon Cook, ça remonte quand même. Ça fait pas des siècles de ça. Donc, faut. Je dirais pas reconstruire parce qu'on sent qu'il a repris confiance, qu'il a tourné la page sur cet événement-là, mais reste qu'il y a encore énormément de choses, à mon humble avis, à peaufiner. Son entraîneur, Rénal Boisvert, est reconnu pour être quelqu'un qui est très, très soucieux des détails. Je suis convaincu que dans le choix des adversaires, il y a des choses qu'on veut améliorer. Et c'est le travail aussi du promoteur de dire, ben regardez, il a affronté un tel. On veut se prêter au jeu des comparaisons. Et bon, on vise un affrontement contre Jimmy Munguia. Ça tombe bien, il l'a affronté. Même s'il faisait moins bien, c'est pas nécessairement grave. Mais je crois pas que demain matin, Steven Butler se retrouve dans le même ring que Jimmy Munguia. On va se dire, ah, Butler a énormément de chances de l'emporter. On est tous d'avis qu'il y a encore quelques combats préparatoires à disputer avant de se frotter à l'élite. C'est pas, par exemple, un cas comme David Lemieux où on se dit, bon, on a vu ce qu'il est capable de faire. On se dit, tant qu'à le voir affronter un faire-valoir, on préfère, même si ses chances de l'emporter contre la crème de la crème est peut-être pas, disons, très, très forte, mais on préfère le voir dans des combats comme celui-là parce que il est rendu là dans sa carrière. Tandis que Butler, ça reste le plus bel espoir, la plus belle carte cachée à court moyen terme de l'entreprise. On a le luxe comme des promoteurs font avec Leon. On va en parler tantôt. Anthony Yard, c'est quelqu'un qui a été protégé depuis le début de sa carrière, que peut-être, je ne veux pas dire qu'il a un profil semblable à celui de Butler, mais pas nécessairement une grande expérience dans les rangs amateurs. Donc et là, il va affronter Kovalev. Et là, on le jette dans la gueule du loup contre Kovalev. On peut être patient avec Butler. Pourquoi pas le faire? Et je regarde le reste de la carte, notamment Nurzad Zabirov, lui, seulement 10 combats au compteur. Il affronte Bruno Sandoval, qu'on avait déjà évoqué comme adversaire possible pour Shaquille Finn. Bon, on ne s'était pas qualifié pour les ceintures mineures qu'il y avait en jeu, donc on s'était tourné vers un autre adversaire. Mais ça reste un autre boxeur qui a passablement de vécu. Donc, c'est des cartes de développement. Exactement. Le gym les faisait au Centre Bell sous la formule rapide et dangereux. Là, on décide de le faire au casino parce que c'est plus petit. Les charges financières sont nettement moins élevées que d'organiser un combat dans une plus petite formule au Centre Bell. Il faut être réaliste aussi, d'une certaine manière. Et le reste de la carte l'indique bien, comme tu l'as dit, c'est une carte de développement de jeunes boxeurs, de boxeurs qui sont en début de carrière. C'est normal que ça ne soit pas des adversaires qui soient dans les 10 premiers mondiaux. Fallait pas s'y attendre non plus à ce que ce soit des adversaires comme ça. Donc je ne vois pas trop pourquoi ça choque les gens. Et il ne faut pas, quand tu as un boxeur prometteur, comme c'est le cas de Butler, le brûler. Il a déjà brûlé un joker avec cette défaite contre Cook. Il a eu un petit peu de mal, même beaucoup de mal contre Kopilenko. Il ne faut pas pousser. Quand tu vois que ça bloque un petit peu, il faut peut-être faire un pas de recul pour mieux avancer après. C'est normal qu'on veuille que Butler soit dans les meilleures dispositions mentales et qu'il ait la meilleure préparation possible avant de l'envoyer dans la gueule du loup, dans des grands combats contre des adversaires dangereux comme Munguia. Donc non, c'est pas choquant du tout. Parlant de développement, Kim Clavel va, elle, affronter sa première gauchère depuis le début de sa carrière. C'est un outil qu'il faut absolument ajouter à son coffre dans son parcours. Elle va en être à un 10e combat depuis le début de sa carrière. A été très impressionnante jusqu'à maintenant. Voyons voir comment elle va s'adapter à un autre style, une autre problématique. Et j'évoquais également Arslanbek Mamoudov, qui lui va être en finale du gala présenté le samedi après-midi 28 septembre. On savait déjà le nom de son adversaire africain là, qui a préparé de belles vidéos sur les médias sociaux pour lui permettre de lui arracher la tête. Bon, je ne suis jamais fan de ça, mais on comprend la logique derrière la promotion. Mathieu Germain lui a affronté Uriel Perez, également Alexandre Mathieu qui va avoir un automne particulièrement chargé, Sébastien Roy ou encore Arthur Ziadinov notamment, dont l'adversaire lui reste à être annoncé. Donc 2 cartes en l'espace d'une semaine à la fin septembre. On a déjà annoncé pour Eye of the Tiger qu'on a plusieurs galas. Ça va culminer avec un méga événement présenté au Centre Bell. Et pour les boxeurs, sur ces 2 cartes-là en septembre,
on s'arrange pour offrir de grandes performances parce qu'après, ben, le public va sûrement les réclamer là, pour les voir sur une plus grande scène. Oui, surtout que tu as des places disponibles dans ces plus gros galas. Donc les gars veulent se placer, veulent pas forcément se faire connaître parce qu'ils sont déjà connus, mais ils veulent montrer qu'ils sont capables d'offrir des belles performances que le public va vouloir aller regarder. Adrien, enfin, nous y sommes. C'était censé être présenté au mois de juillet. Ouais. Finalement, ça va avoir lieu samedi après-midi, 12h30, sur les ondes de TSN 3. Ça a été annoncé hier soir. Nouvelle, ça va être c'est sur vraiment TSN, donc, une bonne nouvelle. Je mettais à jour la page de l'horaire aux 5 secondes pour voir quand le combat allait s'ajouter. Et finalement, hier soir, c'est apparu. Depuis qu'on savait qu'ESPN Plus avait les droits de ce combat, on avait bon espoir que ce soit présenté en direct sur les ondes canadiennes. TSN va le faire. C'est la première défense de Sergey Kovalev qui affronte Anthony Yarde. On se rappelle, repris des mains d'Eleider Alvarez. Le titre l'avait perdu. C'est la 3e fois qu'il est champion de la WBO, Sergey Kovalev. C'est quand même impressionnant. Le temps a passé depuis sa fameuse victoire sur Nathan Cleverly. D'ailleurs, une anecdote que j'ai probablement déjà racontée, mais on avait offert 40 000 à Eleider Alvarez pour affronter Cleverly à l'époque où il était cassé 15e. On disait que le promoteur avait pris le téléphone, puis on descend la liste. 15e, voulez-vous affronter notre champion? Michel avait dit que c'était ridicule, 40 000 pour un combat de championnat. Et surtout à ce stade-là de sa carrière, il avait besoin de prendre d'expérience. Bon, a dû patienter longtemps avant d'obtenir son combat de championnat. Mais... Et c'est pour ça on parlait de développement. Là, c'était le moment de développer Alvarez et pas de l'envoyer dans la gueule du loup. Et quand on compare son adversaire de l'époque, je ne sais pas c'était à quel moment, mais par rapport à Cleverly, bien évidemment Cleverly était un adversaire plus intéressant sur papier. Mais ce n'était pas le moment de l'envoyer contre Cleverly. C'est le moment de lui faire apprendre des choses dans un ring professionnel. Et on a vu ce que ça a donné par la suite. Il est devenu champion du monde en allant battre Kovalev. Il a perdu sa ceinture après. Mais on ne peut pas dire que ce soit une mauvaise décision de ne pas être allé contre Cleverly à l'époque. Parce que ce n'était pas le moment de le faire, tout simplement. C'est intéressant ce que tu amènes parce que tu peux choisir parmi les aspirants ta première défense, mais inévitablement vient la défense obligatoire. Et là, tu ne choisis pas nécessairement la personne qui se retrouve premier aspirant. Ça peut être un adversaire qui est plus ou moins connu, plus ou moins difficile à vaincre, mais l'agenda est quand même pas est quand même d'une certaine manière tracé. C'est peut-être un adversaire que tu ne souhaites pas affronter dans le développement. On sait que Marc Ramsey aime bien dire faire du cherry picking. Moi, je vais affronter un tel. Et là, tu viens que tu ne décides plus et souvent, ta renommée à ce stade-là de sa carrière, Alvarez n'était pas particulièrement connu sur la scène internationale. Donc, tu te ramasses dans des combats parfois difficiles où il n'y a aucun diffuseur qui va être intéressé. On sait à quel point la télé américaine, les dollars provenant des réseaux, que ce soit ESPN, DAZN ou encore PBC, sont importants quand on est champion du monde. Donc, belle parenthèse à ce sujet-là. Et bon, pour des raisons évidentes, chaque fois que Sergey Kovalev se bat, j'ai un intérêt marqué. Pourquoi? Il a affronté 2 fois Jean-Pascal et ça demeure, là, toutes choses étant égales par ailleurs, même si c'est un être humain qui est plus ou moins recommandable. On a vu continuellement associé à des frasques. Ça reste un boxeur qui, peut-être un jour, aura sa place au temple de renommée de la boxe, a des grandes victoires et champion du monde depuis plusieurs années. Et il affronte un boxeur qu'on ne connaît pas, Anthony Yarde. Il a affronté absolument personne depuis le début de sa carrière et pourtant, là, il y a comme un engouement, un hype. J'ai de la difficulté à me l'expliquer. J'ai vu... les Britanniques sont bons pour ça. Moi, j'ai vu un tweet qui disait là, il va falloir que quelqu'un m'explique. Logiquement, là, Yarde a absolument aucune chance de l'emporter. Et pourtant, si on regarde les preneurs au livre, d'ailleurs, les Britanniques sont exceptionnels. Ils sont comme ceux qui parient sur les matchs du Canadien de Montréal. Les cotes sont toujours rapprochées parce que peu importe les chances réelles, les gens sont tellement chauvins et partisans qu'ils mettent des dollars et là, ça fait diminuer les cas. Je ne suis pas un spécialiste des paris, mais on m'expliquait que plus tu mets d'argent, plus un équilibre qui se crée. Donc, mais pourquoi? D'où ça vient, cet engouement-là? Je pense que c'est aussi une question, déjà une question de physique, parce que Yarde a un physique particulièrement impressionnant. Il est découpé au couteau. D'ailleurs, il est énorme pour la catégorie et il a déjà du mal à faire le poids. Il a 28 ans, donc il est encore jeune. Mais à chaque fois, c'est un combat pour faire le poids, pour faire la limite à 175 livres. Il y a beaucoup une question de physique et il y a aussi, comme je disais, une question de hype autour d'un jeune boxeur qui démolit ses adversaires au fur et à mesure. Il passe pas beaucoup de temps dans le ring. C'est rare qu'il s'éternise dans un ring de boxe. Et c'est un gars qui est impressionnant quand il monte dans le ring, mais il n'a jamais affronté d'adversaire particulièrement crédible.
La marche est très très haute pour lui. De passer de son dernier adversaire Travis Reeves à Sergei Kovalev, c'est toute une commande parce que c'est pas du tout le même calibre de boxeur. Jusqu'à maintenant, il a pu. Yarde, c'est un gars qui avance, qui met beaucoup de pression, qui travaille bien au corps. Il a les mains lourdes, mais il était face à des boxeurs qui ne se font pas particulièrement respecter par leur force de frappe, qui n'étaient pas capables de le faire réfléchir, de le faire hésiter à avancer. Là, quand il va prendre des droites de Kovalev, ça va être différent. Il va peut-être pas être aussi agressif que d'habitude. Et on parlait de son physique, impressionnant, des gros muscles, un petit peu à la manière d'Anthony Joshua. Il y a des bons côtés qui viennent avec ça. C'est la force physique dans les accrochages. Il peut peser sur l'adversaire, il a les mains lourdes, il frappe fort. Par contre, les gros muscles, ça demande beaucoup d'oxygène et ça fait que tu te fatigues beaucoup plus rapidement qu'un boxeur qui n'a pas un physique aussi découpé. Heureusement pour lui, Kovalev n'est pas une machine de cardio, donc ça devrait pas être trop un problème, mais il n'est pas habitué à aller loin dans ses combats, contrairement à Kovalev qui a déjà fait plusieurs fois des combats de 12 rounds. Donc j'ai beaucoup de mal à voir comment est-ce que Anthony Yarde va pouvoir battre Kovalev. Il n'a pas l'expérience de Kovalev. Il va être un petit peu dans l'inconnu au début. En plus, c'est un combat qui est en Russie, qui est présentant dans la ville, en Sibérie, là, ouais, pas loin à des monts Oural. À Tcheliabinsk, qui est la ville de Kovalev. Donc il est à l'extérieur, dans une arène qu'il ne connaît pas, dans un pays qu'il ne connaît pas, sur une scène qu'il ne connaît pas non plus, un championnat du monde. Ça va être compliqué en début de combat pour lui. À mon avis, il faudra qu'il laisse passer l'orage au début, un petit peu à l'image de ce qu'avait fait Eleider Alvarez. Même si d'habitude c'est lui qui met la pression, là je pense qu'il va avoir des premiers rounds compliqués. Mais malgré tout, je ne vois pas comment il pourra renverser la tendance. Il n'est pas assez expérimenté. Ça ne veut pas dire qu'il n'est pas capable, mais je pense qu'il aurait dû avoir quelques combats. J'aurais aimé le voir peut-être contre un gars comme Sullivan Barrera, contre Isaac Chilemba, des gars qui vont lui donner un peu d'expérience, qui vont lui montrer qu'il ne peut pas toujours démolir ses adversaires et que parfois il faut prendre un pas de recul et être un petit peu plus tactique. Parce que là, il faut avoir cette expérience-là avant d'entamer un combat de championnat du monde, surtout contre un gars aussi expérimenté que Kovalev. C'est l'aspirant obligatoire, mais je pense qu'on l'a monté un petit peu vite. Et on lui a fait monter les marches un petit peu trop vite, et là, cette marche-là, elle est très très haute. Oui, parce qu'on voulait lui offrir un montant d'argent pour qu'il se tasse pour mettre en place un combat entre Sergei Kovalev et Canelo Alvarez. D'ailleurs, l'agent, l'influent agent Klimas a dit dans une entrevue à Boxing Scene qu'il y avait déjà une entente en place. Si victoire de Kovalev samedi, il va affronter ensuite Canelo Alvarez chez les Milo à 175 livres. C'est ça qui est surprenant. Ouais. Et là, on apprenait que à l'origine, c'était 14 septembre qui était la date visée pour Canelo. Ça avait été déplacé au 26 octobre. Et Eric Gomez a dit à notre ami Dan Raphaël d'ESPN que la date auprès de la commission athlétique du Nevada qui a été un peu réquisitionnée pour le gala, c'est le 26 octobre, mais il allait avoir une audience et on va demander le 2 novembre. Donc, ça concorde, on nous a dit novembre-décembre. Ouais. On peut, à moins que ce soit un combat extrêmement difficile pour Kovalev, dans lequel il ressortirait meurtri, on peut imaginer que ça va être plus tôt que tard, d'ici la fin de l'année, ce qui serait passablement extraordinaire. C'est très surprenant qu'il veuille monter à 175 livres, Canelo Alvarez. C'est quand même un petit peu dur. Je trouve qu'il monte très rapidement parce qu'il a fait un seul combat à 168 livres. Il veut déjà monter à la catégorie supérieure contre un gars qui frappe fort comme Kovalev. C'est vrai que Kovalev est en perte de vitesse, il ne rajeunit pas. Ça reste quand même un boxeur avec beaucoup d'expérience et surtout qui est un mi-lourd naturel. Alors que Canelo, lui, va monter de 2 catégories pour aller se battre à 175. C'est tout un pari de la part du Mexicain. Et ça me surprend qu'il n'ait pas demandé un catchweight ou qu'il n'ait pas pris un peu plus de temps, faire 2 ou 3 combats à 168 pour ensuite monter. Mais ça veut dire qu'il oublie un petit peu les 160 livres. On peut oublier le 3e combat contre Golovkin dans le court terme. Parce que s'il monte à 175... il ne va pas redescendre. Ce serait ou faudrait que Golovkin, lui, monte à 168. Et vu que Canelo veut rien savoir d'un 3e combat, je pense que si on veut ce combat-là, on va devoir attendre longtemps.
Et tu parlais de la marche importante entre Reeves et Kovalev. On regarde, il est devenu... la première fois qu'il a mis la main sur un titre mineur de la WBO, c'était en juillet 2017. Il avait affronté un certain Richard Barani. On peut comprendre, on veut mettre la main sur un titre mineur, un peu comme, souvent je radote cet exemple-là, quand Adonis Stevenson avait affronté le Gonzalez qui venait de l'Uruguay, chauffeur de taxi. On voulait mettre la main sur une ceinture pour gagner une place avantageuse au classement. Bon, on peut comprendre. Dans son cas, bon, on veut mettre la main sur un titre mineur et on veut se classer, ce qui est tout à fait respectable. Mais je regarde la suite des noms, là. Norbert Nemespati. Vite comme ça, je peux pas te le dire. Là, un premier nom qui me dit quelque chose, Nicolas Skeloka, qu'on a déjà vu dans certains combats sur la scène internationale. Et là, Tony Arvelint, Dario Sec, Walter Gabriel Sequeira et Travis Reeves. Là, il n'y a pas de Gabriel Campillo ou de Tavares Cloud, comme ça a été le cas pour un Arthur Beterbiev, qui, lui, provenait des rangs amateurs, là, auréolé de titre de champion du monde. On se dit, bon, OK, on peut comprendre une marche rapide, a eu... des combats faciles pour se rendre jusqu'au sommet. C'est dans la logique. C'est tellement un adversaire qui est fort. Et on le voit, là, on n'a pas peur de l'envoyer dans un combat d'unification contre Alexander Vosdik. Il est majeur et vacciné, Beterbiev. Il a fait ses preuves, un peu comme on l'a vu avec Lomachenko. Tout de suite, on l'envoie dans des combats d'importance. Mais Yarde n'a pas prouvé dans les rangs amateurs, a seulement 12 combats, 11 victoires, une défaite. C'est pour ça que c'est très très rapide, parce que 12 combats amateurs et c'est 19 combats pro, si je ne me trompe pas, ça fait vraiment pas beaucoup d'expérience. On peut se demander pourquoi un boxeur comme ça parvient à se classer comme aspirant obligatoire sans affronter personne. Parce qu'on voit à l'IBF, il y a certaines règles à respecter. Bon, la WBA, on n'en parlera pas de WBC non plus, mais on peut... Des règles qui fluctuent un peu. C'est ça. Et j'ai regardé le classement de la WBO en juillet 2017. En mettant la main sur son titre mineur, Yarde s'est retrouvé 8e aspirant. Et tu regardes, à ce moment-là, c'est André Ward qui était champion, qui était celui qui possédait cette ceinture. Et si on défile la liste d'aspirants, Marcus Brown, Sullivan Barrera, qui a disputé quelques combats, parce que Stéphane Larouche m'avait déjà expliqué, c'est facile de grimper parfois au classement parce que si tu affrontes juste des boxeurs ordinaires, tu vas toujours gagner, tandis que les meilleurs boxeurs, des fois, vont avoir une chance en championnat du monde ou vont se battre dans des combats lucratifs et vont perdre. Donc Barrera, ça a été exactement... c'est ce qui s'est exactement produit. Erik Skoglund, le Suédois, je me souviens pas trop de ce qui s'est passé dans sa carrière, mais c'est un exemple parfait. Alexander Vosdik, bon, est devenu champion éventuellement au WBC. On sort des classements. Arthur Beterbiev, c'est la même chose. Sergei Kovalev, ben lui, est redevenu champion. Donc, en faisant plus ou moins quelque chose, on gagne des galons et on se retrouve aspirant obligatoire. C'est plutôt les places devant lui qui se sont libérées et il s'est faufilé à travers comme ça. Mais c'est pas forcément une bonne chose pour lui parce que oui, c'est un combat payant contre Kovalev. C'est un combat qui va être sur la grande scène. Mais c'est un combat qui est très compliqué pour lui, qui est dangereux aussi pour sa santé parce que Kovalev est un cogneur et qui va peut-être lui faire perdre des plumes. Je pense qu'on l'envoie trop vite dans la gueule du loup. C'est bizarre comme manière de gérer ton boxeur parce que c'est un gars en qui on a des bons espoirs, qui est populaire en Grande-Bretagne et tu l'envoies aussi rapidement, pas à l'abattoir mais presque. C'est pas qu'il n'a pas de chance contre Kovalev, mais... c'est pas qu'il serait pas capable de le battre, mais je pense qu'il a peut-être les outils pour le faire, mais c'est pas encore le temps d'y aller, si tu veux. C'est un petit peu comme si tu es un champion de karting, on va faire une comparaison un peu boiteuse, tu es un champion de karting et on te dit tout de suite, bon bah tu vas venir en F1 et on t'envoie tout de suite sur une course, ben, tu vas pas finir sur le podium dès ta première course, dès ton premier Grand Prix, tu vas peut-être finir dans le mur à ton premier Grand Prix et en prenant de l'expérience en fin de saison, tu vas avoir des meilleurs résultats. Il faut généralement, tu passes de champion de karting, après tu fais, c'est quoi, Formule 3 ou Formule 3000. On l'a vu avec Pierre Gasly, qui avait été promu chez Red Bull, des circonstances exceptionnelles, et et là, il retourne chez Toro Rosso parce que les résultats sont insatisfaisants. Pas assez d'expérience au plus haut niveau. Ça ne veut pas dire qu'il va jamais réussir, Gasly, mais c'était pas le moment de l'envoyer, il est allé trop vite. C'est un petit peu la même chose avec Yarde, je pense que... À moins d'être un talent exceptionnel comme Max Verstappen. on s'égare. Est-ce que par contre, il y a des choses que tu as vues des combats contre Kovalev? On pense notamment aux deux confrontations contre André Ward.
particulièrement la deuxième où le plan de match avait été tracé, là, scripté de A à Z, et le premier combat entre Eleider Alvarez et Kovalev qui te font croire là, que Yarde peut s'accrocher à un espoir. Oui, il y a une chance pour lui, il y a toujours une chance dans un combat de boxe, surtout que Yarde a quand même une bonne puissance, il a les mains lourdes et Kovalev n'a pas la meilleure mâchoire. Il s'est fait passer le KO par Andre Ward et par Eleider Alvarez qui ne sont pas reconnus comme étant les plus gros cogneurs de la catégorie. Ce pas des gars qui enregistrent des KO spectaculaires sur un seul coup et pourtant ils ont réussi à faire mal à Kovalev et à lui passer le KO. Donc c'est possible que Yarde, avec sa puissance, arrive à ébranler ou à envoyer au sol Kovalev. Par contre, le problème, c'est de s'approcher de lui pour pouvoir envoyer ces coups-là, parce qu'il n'a pas l'habitude d'avoir des gens qui le font reculer, qui le font réfléchir. Il avance un petit peu à l'image de Navarrete contre De Vaca. Les combats qu'il a eu jusqu'à maintenant, Yarde, c'est qu'il avançait, il mettait beaucoup de pression sur l'adversaire et il pouvait encaisser les coups. C'est pas grave, il continuait à avancer, il prenait 2-3 coups en passant. Ça lui faisait pas mal, il pouvait passer à travers et envoyer ses propres coups. Là, il ne pourra pas faire la même chose contre Kovalev, mais le Russe, il a parfois des petits défauts au niveau mentalement. Je pense que parfois, il arrive complètement à plat. C'est possible qu'il soit découragé ou qu'il ne soit pas complètement focus sur l'événement. Et des fois, j'ai l'impression que c'est son état mental qui va guider sa performance et que s'il n'est pas... il n'a pas vraiment l'esprit aiguisé, qu'il n'est pas 100% concentré sur son combat, il peut offrir des performances en coup-ci, coup-ça qui sont pas terribles. Et s'il a une mauvaise soirée comme ça contre un gars comme Yarde, Yarde pourrait très bien saisir sa chance à deux mains et devenir le nouveau champion. Mais j'ai du mal à le croire. Il faudrait vraiment que les étoiles s'alignent pour Yarde, que ça soit une bonne soirée pour lui, une mauvaise soirée pour Kovalev, et qu'il y ait un coup qui arrive directement sur le menton du Russe. Je pense que Kovalev a eu du mal à accepter ses deux défaites en fait contre Andre Ward. Il avait blâmé, je pense qu'il a eu du mal à prendre ses responsabilités dans ces défaites-là. Il a mis tout le blâme sur John David Jackson, son entraîneur à l'époque, qu'il a congédié en pensant que ça allait régler tous les problèmes. Mais il n'a pas pris ses responsabilités. Les problèmes, c'était des problèmes de cardio, mauvaise préparation, un plan de match qui ne suivait pas forcément. Et pour pouvoir corriger ces erreurs-là, faut déjà que tu les acceptes en premier lieu. Il faut que tu te dises, OK, j'ai fait cette erreur-là, je ne la ferai plus, il faut que je la corrige. Alors que si tu dis, c'est la faute de mon entraîneur, je l'ai mis dehors, donc tout est réglé, tout va bien, tu ne vas pas corriger ces erreurs. Et j'ai l'impression qu'il les a corrigées. Aussi, après le premier combat contre Eleider Alvarez, il n'est pas revenu de la même manière dans le deuxième combat. Il me paraissait beaucoup plus, aiguisé mentalement. Et s'il arrive avec cette mentalité-là dans le combat contre Yarde, je pense qu'il n'aura aucun problème à dominer le Britannique. D'ailleurs, à ce sujet, j'ai pas lu ou de commentaires effectués par Buddy Meagher. Il a eu un été passablement difficile là, avec le décès de son boxeur Dadachev, mais on n'a pas de rapport comme quoi la relation s'est envenimée. Donc, on dit généralement pas de nouvelles, bonne nouvelle. Tu l'évoquais, c'est présenté à Tcheliabinsk, c'est une ville de Sibérie, et la vedette, toi qui es mordu de hockey, Sergei Gonchar, originaire de cette ville. C'est d'ailleurs là qu'il y a eu, en 2013, je pense, une chute de météorite. C'était la plus importante en 100 ans. Oui, on voyait la vidéo, les gens dans leur voiture avec le météorite qui descendait du ciel. C'était assez impressionnant. Ouais. Et tu évoquais, Yarde s'en va sur le terrain ennemi et on peut toujours compter sur les journaux britanniques pour aller au fond des choses. Et The Sun, qui est un journal de qualité, qui nous a rappelé que c'est même Yarde qui a rappelé aux journalistes qui est originaire de East London et qu'à 2 reprises, il y a eu un fusil pointant cette direction. Il dit, comme quand c'est arrivé à ce moment-là, je vais m'ajuster et je vais survivre et l'emporter. Et on oublie aussi, c'est Kovalev, un article d'un journal un peu plus sérieux, The Independent, a fait un court mais très intéressant portrait de Kovalev en rappelant que lui, il n'a pas eu le droit là, au système russe, un peu comme Arthur Beterbiev. On sait qu'il y a une grande rivalité entre les deux boxeurs, mais Beterbiev, c'était la darling, comme aime le dire notre ami Jean-Paul Chartrand, et a bénéficié de tout support du système. Kovalev, lui, a évolué en marge, est allé aux États-Unis sans le sou. Et c'est Egis Clemens qui, lui aussi, était parti aux États-Unis pour vivre le rêve américain, qui a financé ses 18 premiers combats. Il n'a pas reçu un rond pour ses 18 combats professionnels, a réussi à signer un contrat avec
Cathy Duva, quelques présences, on se rappelle à l'époque sur NBC Sports Network, mais c'était des peanuts qu'il recevait comme salaire. Et là, finalement, arrive au sommet, est devenu un grand champion du monde, comme je l'évoquais un peu plus tôt. Et on l'oublie. Lui aussi vient de loin, a vécu dans la misère, donc c'est pas un... C'est quelqu'un qui a dû aller au fond de ses ressources physiques et mentales là, pour se sortir du marasme dans lequel il évoluait à une certaine époque. Ouais, et Klimas, on peut le remercier parce que son équipe de boxeurs, elle est impressionnante quand tu vois le nombre de boxeurs de qualité. C'est lui qui a géré la revanche Alvarez. Au début, Cathy Duva, on sait, ne roule pas sur l'or. Klimas a vraiment mis son pied à terre pour retarder le plus possible la présentation de la revanche. Et on se souvient qu'est-ce qu'il est capable de faire pour ses boxeurs. Le combat entre Adonis Stevenson et Alexander Gvozdyk. Klimas avait volé le show à la conférence de presse en disant « Voyons donc, c'est un combat de championnat du monde. Dans un sous-sol, il n'y a personne ici. » Juste pour enlever la pression de son jeune poulain. On voit que c'est quelqu'un là, qui a une très bonne tête de boxe. Qui comprend comment ça fonctionne. Ouais, et qui est, à mon avis, un des agents les plus influents du monde de la boxe. Son écurie est impressionnante et il continue à ajouter des boxeurs prometteurs. Donc, on n'a pas fini d'entendre parler de lui. Et tant mieux, parce que s'il arrive à mettre de l'avant des boxeurs de la qualité de Kovalev, il a aussi Lomachenko, Usyk, Gvozdyk dans son équipe et d'autres. S'il arrive à nous amener des boxeurs comme ça, on ne va pas s'en plaindre. Je rappelle, c'est présenté sur TSN 3 en direct à compter de 12h30. C'est pas le seul combat qui va retenir ton attention. Ouais. Je pense qu'il y en a un là, plus particulièrement que tu vas surveiller. Il y a Alexei Papine contre Ilunga Makabu. Makabu, c'est un Congolais qui ne sera pas en terrain inconnu parce qu'il s'était battu son dernier combat pas très loin de là à Yekaterinbourg. Je ne suis pas un spécialiste de la géographie russe, mais c'est pas très loin sur la carte. Et c'était un combat où il avait affronté un autre cogneur, Dmitry Kudryashov, à qui il avait passé le KO dans un très beau combat. Makabu, ça termine toujours par KO. Que ce soit lui qui passe le KO ou lui qui se fasse passer le KO, il y a un seul de ces 28 combats qui n'a pas terminé de cette manière-là, qui est allé en décision. Donc contre Alexei Papine, on peut s'y attendre aussi. Papine est moins expérimenté que Kudryashov, que Makabu aussi. Il a seulement 11 combats, mais 11 victoires, dont 10 KO. C'est un cogneur aussi, c'est un gars qui a de l'expérience en kickboxing. Donc ça va être intéressant parce que Makabu, j'aime toujours voir ses combats. C'est un gars qui avance, pas toujours, qui est parfois qui est capable d'être, qui est all-around, donc qui est capable de changer de tactique en cours de combat, mais qui est toujours dans des combats où il y a des échanges de bombes. Et c'est rarement des combats où tu vas t'ennuyer. Ça va généralement terminer par KO. Je m'attends à la même chose dans ce combat-là, que ce soit d'un côté ou de l'autre. Peu importe, je ne pense pas qu'on va voir une décision. C'est une fin de semaine qui est extrêmement chargée dans le monde de la boxe. Outre ce gala qui m'en vedette Kovalev et Yard, j'ai noté 6 autres événements qu'on va pouvoir suivre d'une manière ou d'une autre. Ça commence jeudi 22h sur ringtv.com ou encore la page Golden Boy Fight Night, là, leur série commandité par DAZN reprend. Luis Feliciano qui affronte Genaro Gomez. 2 espoirs invaincus chez les super légers. Feliciano, lui, est entraîné par le légendaire Ben Lira, qui, sauf erreur, fait encore partie de l'équipe d'entraîneur d'Abel Sanchez. Donc, ça peut être intéressant. S'il a décidé d'entraîner un de ses boxeurs, c'est parce qu'il a vu un petit quelque chose. Et en demi-finale, encore une fois, une rencontre au sommet entre 2 espoirs chez les mi-moyens, Blair Cobbs et Steve Villabos. Et Villabos, lui, est originaire de Mount Vernon, dans l'État de Washington. Et le nom de Mount Vernon, ça doit te dire quelque chose. C'était le nom de la résidence officielle du premier président des États-Unis, George Washington. Et un autre joueur de hockey célèbre qui est originaire de cette ville, TJ Oshie. Oh, d'accord. Je sais que ça te fait plaisir. Et pour les mélomanes comme moi, Cody Willis, un batteur qui fait partie, pas de la formation originale, mais plus tard des Melvins, un groupe légendaire de l'État de Washington. Je préfère TJ Oshie quand même. Okay. Plus fan de musique que de hockey, je crois. Sinon, vendredi soir sur UFC Fight Pass, un certain Gary O'Sullivan qui affronte Diego Marucci. O'Sullivan, ça va être son 3e combat depuis sa performance difficile contre David Lemieux. Lui, il affronte un Argentin. Là. Il s'est fait battre par KO par un boxeur qui avait une fiche de 4-0 à Toronto en novembre 2018. Il est âgé de 42 ans. Là, ça éclaire. Mismatch. Tout comme la demi-finale, Abraham Nova qui défend son titre des superplumes de la NABA contre
Miguel Bertrand, qui lui a été battu par Yorkis Gamboa à son dernier combat, s'attend encore une fois à une victoire facile parce que Gamboa est plus ce qu'il était. Disons que mon intérêt pour ce gars-là est plus que mitigé. On va voir si des faits saillants dignes de mention. On va le regarder parce qu'au même moment, vendredi 22h, sur les ondes de TSN 5, un événement showbox entre Vladimir Sishkin et DeAndre Ware. Et ce Russe, c'est ses débuts aux États-Unis. On dit beaucoup de bien de lui. Il est classé 15e à la WBA et 13e au WBC. Et il a battu un certain Najab Mohamedi à son dernier combat, qu'on a déjà vu à Montréal en sous-carte d'un événement. Je pense qu'il avait gagné, puis ça le qualifiait pour un combat contre Kovalev. Il avait perdu par KO contre Kovalev. Ouais. Et ce qui est intéressant, c'est que Sishkin a un homonyme russe qui est un spécialiste du 110 mètres. C'est fascinant. Sur une note un peu plus sérieuse, Juan Francisco Estrada, qui a déjà fait partie de soirées Super Mouche sur HBO, qui affronte Dewar Beamon, s'est présenté samedi à compter de 19h sur DAZN. Oui, et Estrada, sa dernière sortie, c'était époustouflant contre Sor Rungvisai. Il avait fait une performance incroyable. Vraiment, techniquement, c'était très au point. Des superbes déplacements, des combinaisons. C'était très, très beau à voir. Vraiment une des belles performances qu'on a vues cette année. Et là, ça va être une défense beaucoup plus facile. Oui, il affronte son 14e aspirant. C'est un Américain. Oui, 34 ans, assez peu expérimenté pour son âge. Il n'a que 18 combats. Pas de nom reconnaissable à sa fiche, pas de victoire surtout, mais une défaite contre un gars qui avait une fiche de 13 victoires, 9 défaites. C'est une défaite qu'il a vengée immédiatement, mais c'est ses 2 derniers combats. Donc face à un adversaire qui a une fiche légèrement au-dessus de 50%. Et là, il se bat contre le gars qui vient de dominer Sor Rungvisai. Ça risque d'être très très compliqué pour l'Américain. Je m'attends à une victoire relativement facile du Mexicain Estrada. Par exemple, moi, le combat qui m'intéresse le plus sur cette carte, c'est le poids lourd croate Filip Hrgović. On dit que c'est, parmi tout le lot qui a participé aux Jeux olympiques dans son année, le talent le plus prometteur. Il est déjà classé 11e au WBC. Donc, à suivre. Probablement une autre victoire, mais c'est une occasion de le voir à l'œuvre et d'étudier davantage son style. Il est impressionnant, Hrgović, du haut de ses 6 pieds 6, un physique vraiment très costaud et une bonne technique aussi. Un gars qui se déplace quand même bien pour sa carrure. Et là, il fait face à Mario Heredia, qui est un faire-valoir. Heredia, pour vous montrer un petit peu le calibre de boxeur que c'est, il a 2 défaites par KO contre Jonathan Rice, le dernier adversaire de Makhmoudov. Donc, si tu as perdu 2 fois de suite contre ce gars-là par KO, contre un espoir comme Hrgović, ça va être très très compliqué. Je m'attends à un KO assez rapide de la part du Croate. Il y a aussi Liam Smith, lui, c'est son 2e combat depuis sa défaite contre Jamie Munguia. Et c'est sur la même carte, il y a aussi Shakram Giyasov qui affronte Darleis Perez. Alors, Giyasov, c'est pas forcément le gars le plus connu, mais il est médaillé d'argent à Rio. Champion du monde amateur en 2017, il a que 8 combats chez les professionnels, mais déjà des noms assez intéressants à sa fiche. Je pense à Miguel Zamudio, qu'on a vu récemment contre Mathieu Germain, à Emmanuel Taylor, qui a déjà affronté plusieurs tops de la catégorie. Il avait déjà bien fait contre Adrian Broner. Donc, pour ses 8 premiers combats, il a déjà affronté des gars de qualité. Là, il affronte Darleis Perez. Qu'on a déjà vu à Montréal il y a quelques années. C'était contre Gamboa. Si je ne dis pas de bêtises. Oui, Gamboa était descendu du plafond du Centre Bell, oui. Rappelle de beaux souvenirs. Et Darleis Perez, il a quand même une bonne expérience. Par contre, il a un peu ralenti, il a perdu ses derniers combats, et notamment plusieurs KO dans les dernières années contre Anthony Crolla, Luke Campbell et le regretté Maxime Dadachev. Donc il est en perte de vitesse, mais ça reste un boxeur avec une bonne force de frappe et beaucoup d'expérience. Donc ça va être intéressant pour voir où est-ce que Giyasov en est dans son développement. C'est un gars en qui on a quand même pas mal d'espoir, médaillé olympique, champion du monde amateur. Donc forcément, ça attire la curiosité de tout le monde. Même si ce n'est pas le nom le plus connu, ce n'est pas le gars le plus populaire, ça va être intéressant de voir ce qui peut amener dans un ring de boxe professionnel. 2 événements samedi en fin de soirée à compter de 22h sur Fight Pass. Connor Coy qui affronte Rafael Ramon Ramirez. Coy, lui, essaie de poursuivre la tradition familiale parce que son arrière-grand-père et son grand-oncle ont été champions de l'Empire britannique et du Commonwealth en 1928 et 1962. Ah ouais.
Et Ramirez, ouais, je m'en souviens, j'étais là. Ouais. Ramirez, lui, a une liste de partenaires d'entraînement particulièrement impressionnante. Floyd Mayweather fils, Shane Mosley et José Luis Castillo. Ah ouais, quand même. C'est pas vilain. Trois membres du Temple de la Renommée. Je ne sais pas si Castillo y est. Il mériterait. Mais s'il n'y est pas, c'est 2 membres du Temple de la Renommée et un borderline. Et également à l'œuvre en demi-finale, Santiago Dominguez qui affronte Fabian Limio. Dominguez a battu un adversaire qu'on connaît bien à son dernier combat, Néo Nunez, qu'on a vu contre Dirigeant en Ontario, et ici à Montréal contre Batir Yukembayev. Et ça se termine, si vous avez encore envie de voir de la boxe. Brandon Figueroa qui affronte Javier Nicolas Chasson. C'est bien ça? Chasson, oui. Ouais. Samedi 22h sur Fox Sports 1. Pas de diffusion canadienne, mais si vous êtes des bidouilleurs de l'Internet, vous allez trouver ça. C'est une première défense du titre intérimaire de la WBA des Supercoques du frère cadet d'Omar Figueroa fils. Il affronte son 7e aspirant. Et là, dans des entrevues, Figueroa a dit « C'est le temps pour moi de devenir le visage de la famille, le boxeur le plus célèbre. » Ça devrait être pas trop compliqué là, pour Figueroa. Je pense que c'est le plus talentueux des 2 frères. D'ailleurs, Omar a perdu son dernier combat récemment. Mais Figueroa, le jeune frère, Brandon, c'est un jeune, encore 22 ans si je ne me trompe pas. Et là, il va affronter un gars de 38 ans, ce qui est vieux pour les petites catégories comme ça. D'autant plus que Figueroa est un boxeur avec un énorme volume de coups. Il a un cardio incroyable. Il lance un volume incroyable de coups. Il frappe sans arrêt. Je pense qu'il va étouffer Chacon, l'Argentin. Il va le submerger. Ça va être un raz-de-marée et ça va se terminer. Que ce soit l'arbitre ou le coin, je ne pense pas que ça va finir parce que Figueroa n'a pas la puissance pour mettre KO sur un seul coup, mais il a la puissance pas la puissance, mais le volume pour faire en sorte que l'arbitre envoie assez, arrête le combat ou que le coin jette la serviette. Je ne pense pas que ça va aller en décision. Et sinon, occasion de voir à l'œuvre le 13e aspirant au titre, un certain Stephen Fulton, qui affronte un autre espoir invaincu, Isaac Avelar, et le surnom de Fulton, Cool Boy Steph. Ça donne le goût de l'encourager, tout simplement. Et juste un petit dernier truc pour revenir à Figueroa, avec cette ceinture intérim WBA, il est aspirant obligatoire normalement à Daniel Roman, et ça serait un excellent combat contre le Mexicain. J'aime bien Roman, j'aime bien son style très fluide. Et avec un gars qui lance autant de coups que Figueroa en face de lui, j'aimerais voir ce qu'il serait capable comment il réagirait le Mexicain. Peut-être encore un peu vert avant d'aller vers cette étape? Un petit peu parce qu'il est encore jeune, mais vu qu'il a déjà la ceinture intérimaire, à un moment donné, il va falloir qu'il affronte le champion régulier. Ça ne sera peut-être pas son prochain combat après celui-là contre Chacon, mais ça ne devrait pas trop tarder non plus parce que on ne veut pas perdre trop de temps dans les petites catégories comme ça. On sait que les carrières sont un peu plus courtes. On ne va pas se battre jusqu'à 40 ans généralement. Donc, tu veux profiter du fait que tu sois jeune, que tu aies encore un excellent cardio, que tu sois encore frais physiquement pour essayer de remporter ces ceintures rapidement et de faire de l'argent avant d'arriver au-delà de 30 ans où tu commences à décliner physiquement. Et généralement aussi, on veut monter rapidement de catégorie. On ne s'éternise pas à défendre une ceinture à plusieurs reprises. Donc, c'est pas mal ce qui fait le tour de l'actualité cette semaine. Comme à l'habitude, je vous invite à visiter le rds.ca/balado-diffusion ou encore l'application RDS pour découvrir tout le contenu qui vous est proposé. Nos amis Benoît Baudouin et Patrick Côté sont de retour avec un nouvel épisode dans la cage. Leurs vacances sont terminées et il y a des événements UFC retour de en ce Nate moment, Diaz, Daniel Cormier qui a perdu son titre des poids lourds de l'UFC. Donc, énormément de sujets. Beaucoup de sujets, Et également, je vous invite à visiter l'application iHeartRadio pour écouter tous nos épisodes passés. Je ne sais pas à combien on est rendu, mais si jamais vous voulez... J'en sais rien. Pas pointer là, hey, ils se sont trompés, faites-le avec plaisir. Donc, au nom du prince de la mise en onde, Guillaume Séguin et d'Adrien Meur, ici Francis Paquin qui vous remercie d'avoir été des nôtres et qui vous dit à la prochaine. Ciao.